Bonsoir tout le monde. C'est ça, la première partie de notre présentation, c'est je vous présentais le rapport qu'on a publié il y a, ça va faire 2 mois, enfin un mois et demi de ça. C'est le sujet de la privatisation de l'énergie éolienne, puis le modèle finalement d'Hydro-Québec, c'est un sujet sur lequel on s'est penché il y a 6 mois de ça, puis c'est un sujet complexe. Je vais essayer de ramasser les grandes idées, puis essayer de clarifier un peu certains enjeux. Pour commencer ça, on commence à le début, puis c'est la création d'Hydro-Québec. Donc, Hydro-Québec, finalement, c'est le fruit d'une première émancipation politique au sujet de l'exploitation des ressources naturelles qui amène la fondation de la Commission hydroélectrique du Québec, donc en 1944, qui est la première partie de la privatisation, de la nationalisation, et qui nous amène en 72-64, finalement, à la campagne Maître chez nous, et la deuxième vague de la nationalisation de l'énergie. Ce qui nous amène, ce qui va amener dans le futur, justement, le chantier de la baie James. C'est le moment, en fait, où au Québec et dans l'économie du Québec, on prend l'électricité et l'énergie, finalement, on fait passer l'énergie d'un bien marchand à un service public. Ça va amener toutes sortes de développements, puis dans le cadre de ce développement-là, il a fallu créer des barrages, puis il a fallu changer certains paramètres, notamment l'exemption de taxes municipales qui se sont faites de manière progressive à travers les années, mais qui est quand même assez important. On va le voir dans le futur, un peu plus tard dans la présentation. Donc, on fait une avance rapide, on arrive dans les années 80, puis là, on a les premiers surplus d'énergie au Québec qui sont liés justement à la construction des barrages de Outardes-et-Manique. Puis, c'est une première loi qui autorise les exportations. Jusque-là, on n'avait pas d'exportation finalement de l'énergie qui est produite au Québec. Puis, on a créé cette loi-là qui permet l'exportation. Et c'est cette exportation qui nous amènera justement à faire les changements qu'on va avoir un peu plus tard, justement, dans les années 90, qui est justement pour pouvoir répondre aux nouveaux accords de libre-échange, donc l'ALENA, pour permettre l'exportation d'énergie hydroélectrique, parce qu'on est face à des surplus, il va falloir qu'on change finalement comment Hydro-Québec se développe. Puis c'est là où on va créer finalement la Régie de l'énergie. Ça va amener une chose, donc c'est un organe qu'on crée pour contrôler les marchés, pour permettre à Hydro-Québec d'exporter son énergie. Ça amène une division fonctionnelle d'Hydro-Québec, puis ça, on va voir on va diviser la production, le transport et la distribution. Donc finalement, et à la création, la Régie de l'énergie, ce qui est important de comprendre, c'est qu'elle est garante des tarifs, donc ce que nous, on paye finalement à tous les jours en termes d'énergie, mais elle est aussi garante des choix de production énergétique. Donc, si on veut si on veut créer un barrage, si on crée une infrastructure énergétique, il faut que ça passe par la régie qui va valider finalement la pertinence d'un projet de production énergétique. Le rôle, ça se compose un peu comme ça. On a le gouvernement, finalement, qui pose des questions à la régie, qui devient cet organe de contrôle, justement, entre ces trois divisions fonctionnelles. Rapidement, la régie, c'est ça. Elle a des pouvoirs qui permettent de regarder la production énergétique, mais dès 1997, le gouvernement met en place la stratégie énergétique qui vise justement la production de l'énergie éolienne. Là, la consultation, finalement, que fait le gouvernement, qui pose la question à la Régie de l'énergie sur le développement de l'énergie éolienne, la réponse, elle est claire, c'est qu'il n'y a aucun intérêt au Québec à développer l'énergie éolienne. Là, on parle de confusion des genres vers laquelle se dirige le gouvernement du Québec, faire payer une politique de développement régional par les abonnés d'Hydro-Québec. Là, quand on parle de ça, pourquoi on veut développer l'énergie éolienne, c'est pour développer des filières régionales. Puis là, on pense à l'est du Québec, donc Bassin-Laurent, Gaspésie essentiellement.
Donc ça, la seule justification, c'est ce développement régional, puis une filière industrielle. Donc là, l'idée, c'est qu'on va faire porter par la clientèle Hydro-Québec le développement d'une industrie qui est l'énergie éolienne. Donc ce qu'on voit actuellement, les usines qui sont en Gaspésie, on veut faire développer ça par finalement les tarifs. Donc ça, on a la régie qui est contre, puis on a aussi le président d'Hydro-Québec qui s'oppose à l'éolien. Donc on a ces deux acteurs-là qui ne sont pas d'accord avec ce que le gouvernement veut. Donc là, on a créé une tension, justement, si vous vous rappelez du schéma des trois niveaux, on a une tension entre le gouvernement et la régie et Hydro-Québec. Donc le gouvernement veut mettre la main sur la production énergétique. Et ce qui va arriver, c'est qu'il va arriver à ses fins. Comment il va arriver à ses fins? Il va profiter de l'idée qu'il faut exporter l'énergie et que pour exporter, il faut se conformer au système nord-américain ou au moins la division finalement de l'énergie comme on le fait en Amérique du Nord. Il y a un rapport, le rapport Mary Lynch, qui est commandé par le gouvernement, qui est comment on introduit la concurrence dans le marché pour la production énergétique au Québec. Il y a plusieurs scénarios qui sont proposés. Puis rapidement, on arrive à une décision par le gouvernement de modifier la loi de la Régie de l'énergie. Donc là, la principale solution qui est trouvée par le gouvernement, c'est de sortir la production énergétique du cadre d'Hydro-Québec, de la Régie finalement. On va arrêter de contrôler la production énergétique au sein d'Hydro-Québec et avec la Régie. Ça va être le gouvernement qui va prendre la main là-dessus. Comment il va réussir ça? En 2001, il va instaurer finalement ce qu'on appelle l'énergie patrimoniale. L'énergie patrimoniale, c'est on sacralise, on sanctuarise finalement l'héritage de la nationalisation. Tout ce qui a été fait durant la nationalisation, par la construction des barrages, on va sanctuariser ça. On va dire ça, on ne va pas y toucher. Il y aura un prix qui était de 2,75 cents du kilowattheure et il y aura un volume maximal de 165 TWh. Ça appartient aux Québécois, puis on ne va pas y toucher. Par contre, tout dépassement des besoins, c'est-à-dire si on augmente nos besoins en énergie, on va devoir s'approvisionner ailleurs. Puis ça, finalement, on va créer un cadre où on va pouvoir développer d'autres sources énergétiques. Puis c'est le gouvernement qui va décider par décret. Ce qu'il faut bien se rappeler, c'est que là, quand on décide de ça, ce changement, on le fait par décret. On ne le fait pas par une loi, on le fait par un règlement. Donc le débat démocratique, il ne s'est pas fait à ce moment-là. Ça, c'est finalement le point de départ de la privatisation de la production énergétique. Elle se fait par décret sur la base de recommandations finalement d'un rapport commandé par le gouvernement. Donc si vous vous rappelez cette schématisation, on a ces trois niveaux. Puis ce qu'on fait, c'est que le gouvernement, c'est ça. Il va prendre directement action sur la production. Puis là, en prenant action sur la production, il va développer deux types d'énergie. Le patrimonial, ce à quoi quand on pense à Hydro-Québec, là, les grands barrages, dans notre imaginaire, c'est ça c'est le patrimonial. Le post-patrimonial, c'est l'autre imaginaire, c'est celui des petits barrages hydroélectriques à Val-Jalbert, c'est les centrales de biomasse et c'est les éoliennes. Donc ça, ce poste patrimonial, ça sort du cadre de la régie, puis on va faire un développement par appel d'offres. Là, je ne vais pas rentrer trop en détail. Il y a eu des essais pour faire entrer l'éolien petit à petit. On a fait des appels d'offres sur l'énergie. L'éolien n'était pas rentable. On a commencé à faire des appels d'offres spécifiquement sur un volume et sur une technologie. Donc l'éolien a un certain volume pour que ça rentre, pour qu'on puisse le développer. Parce que si on se rappelle, l'idée derrière l'éolien, c'est le développement régional. C'est le développement de l'Est du Québec. Donc là, on a différents appels d'offres, mais on ne va pas rentrer en détail. Mais si on regarde un peu, on voit quand même qu'on est beaucoup dans l'Est du Québec. Et année après année, on descend vers le sud. Mais on verra un peu plus loin pour quelles raisons. Une fois qu'on a mis ce cadre-là, ce que nous, on a voulu regarder, c'est le coût. Donc d'abord, on a regardé donc l'éolien, c'est le principal contributeur de l'énergie post-patrimoniale. Le prix de l'éolien. Donc là, on a regardé, on nous dit que l'éolien, ça coûte pas cher, mais finalement, si on prend chaque appel d'offres, le prix moyen
Premier appel d'offres, c'est sûr, qui était relativement peu cher, à 7,46 cents du kilowattheure, mais si on va dans les appels d'offres qui suivent, on dépasse le 10 cents du kilowattheure. Là. On arrive à 14 en le troisième appel d'offres, donc on arrive à une moyenne qui est à peu près de 9,50 pour cents du kilowattheure. Vous voyez, ça, c'est le volume d'énergie. Enfin, c'est pas le volume, c'est le coût d'acquisition en volume. Puis à partir de 2013-2014, c'est tout ce qu'on paye justement dans les parcs éoliens. Les appels d'offres sont plus ou moins des grands contributeurs, mais l'appel d'offres numéro 2, justement, c'est celui qui a été le plus grand contributeur à l'acquisition de l'éolien. Le coût total, c'est 11,18 milliards de dollars en 2023. Selon les calculs qu'on a fait, on a regardé tous les contrats d'acquisition éolienne, on a regardé les mécanismes d'inflation, on a regardé un peu le détail de tout ça pour arriver justement à ce 11,18 milliards. Donc ça, c'est juste ce qu'on paye finalement à tous les promoteurs éoliens sur le territoire du Québec. En regardant uniquement les 4 premiers appels d'offres. Là, il y a 2 autres appels d'offres qui s'en viennent, puis ça, c'est pour... on va dire, c'est un peu plus que la moitié que ce qui est déjà construit. On a une autre partie qui est le service d'intégration éolien. Service d'intégration éolien, quand on prend une éolienne, on produit l'énergie, il faut que ça soit intégré au réseau. Le réseau d'Hydro-Québec, il arrive plus ou moins à saturation. Donc, quand on rentre de la nouvelle énergie, il faut être capable de compenser finalement une éolienne qui va tourner un jour, mais peut-être pas le lendemain. Donc là, on a des barrages hydroélectriques qui vont compenser, qu'on va pouvoir allumer, faire on et off quand on en a besoin. Donc, ce qui se passe quand on fait ça, c'est que ça crée un impact sur le réseau d'Hydro-Québec. Ça veut aussi dire que des fois, Hydro-Québec va avoir trop d'énergie. On parle souvent de la pointe en hiver, mais quand on a la pointe en été, où personne ne consomme, c'est pas vraiment en été, c'est plus au printemps et en automne, où on a des températures, on n'a pas besoin de se chauffer, on n'a pas besoin de beaucoup d'électricité, mais on a besoin que les barrages continuent à tourner. Puis, de temps en temps, on a des éoliennes qui tournent quand même. Donc là, on a des barrages qui doivent tourner pour garder, on appelle ça une génération, on va dire une production minimale. Puis là, les éoliennes, elles rentrent. Sauf que là, on commence à avoir à Hydro-Québec trop d'énergie que ce que les Québécois peuvent consommer. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? On va regarder sur les marchés. Puis là, quand on regarde sur le marché nord-américain, les éoliennes, elles sont juste au-dessous de la frontière. Donc les éoliennes qui tournent au Québec, elles tournent ailleurs. Donc là, l'énergie qu'on achète à 12 cents kWh, elle ne vaut rien. Donc des fois, il faut payer les gens pour qu'ils puissent récupérer l'énergie pour que nous, on arrive à stabiliser notre réseau. Donc quand cette intégrité du réseau, justement, ça a un coût. Puis on a essayé d'évaluer ça. Et ça, pourquoi on est obligé d'accepter l'énergie éolienne, c'est parce qu'on l'a fait par contrat avec des des acteurs privés. Donc le promoteur éolien qui a son parc d'éoliennes, lui, son seul objectif, c'est de produire le maximum pour faire le plus d'argent possible. Donc lui, si on en a besoin ou qu'on n'en a pas besoin, ce n'est pas son problème. Si Hydro-Québec avait le contrôle, Hydro-Québec peut fermer à ce moment-là, faire un refus de production, puis il n'y a pas besoin de gérer le surplus d'énergie qu'on peut avoir au Québec. Donc ça, ce coût-là, on a estimé à $1 milliard. Ça équivaut à peu près à 1 cent du kilowattheure. Donc là, on rajoute à peu près 10% de surcoût. Puis ça, c'est le coût uniquement du modèle qu'on a développé. C'est vraiment juste parce qu'on l'a intégré par le privé, puis par le modèle, justement, par décret au début des années 2000. Donc, si on prend les coûts rapidement, c'est ça, on arrive à plus de 10 cents du kilowattheure, et puis on a ce 10%, justement, qui vient du service d'intégration éolien. Puis en valeur totale, on arrive à un coût de 12 milliards d'acquisition, puis à 24 milliards pour le coût total. Il y a un autre paramètre, il y a quelque chose qui a changé quand on regarde le coût du poste patrimonial, c'est que dans les années 2010, pareil,
on se remet, on a fait les appels d'offres, le premier appel d'offres. Le deuxième appel d'offres, on a les premiers parcs éoliens qui rentrent. Puis là, en 2013, on est à la Régie de l'énergie, puis les intervenants, ils comprennent qu'il y a des contrats, puis on a trop d'énergie, puis on va en avoir plus. Et là, qui c'est qui va payer les parcs éoliens dont on n'a pas besoin? Donc là, les intervenants demandent à la régie répond que, en fait, on va modifier les règles d'approvisionnement. C'est plus l'énergie patrimoniale, donc l'énergie de la nationalisation, l'énergie de la baie James, elle n'est plus prioritaire. Ce qu'on va payer d'abord, c'est les projets du poste patrimonial, à 75% l'éolien. Donc ça, c'est un coût, parce que comme on l'a vu, c'est à 10 cents du kilowattheure. On est quasiment à 3 fois plus de coût d'acquisition. Donc, ce qu'on fait, c'est que, bon, il y a une décision de la régie, puis il y a une loi qui a été modifiée, c'est le 22e chapitre de la loi budgétaire de 2015. Donc là aussi, pour la transparence, on fait dans les limites de ce qu'on peut. Puis là, le schéma, comme vous le voyez, c'est un peu pour montrer que l'énergie post-patrimoniale, c'est comme si on en avait trop, puis on essayait de pousser, là, l'énergie, ce que vous voyez en haut du schéma, là, c'est ce qu'on essaie de faire passer dans la consommation. Ce qui fait que les surplus qu'on a, c'est l'énergie patrimoniale. C'est-à-dire toute la partie orange que vous voyez, c'est l'énergie qu'on consomme en éolien, mais qu'on ne devrait pas avoir à consommer parce que on a toute notre énergie dans les barrages et puis on décide d'acheter de l'éolien avant. Je veux dire, c'est pas que l'éolien, il y a la biomasse et puis il y a les titres hydrauliques. Mais c'est ça le principe. Donc là, on va avoir le coût de ce choix, finalement, de privilégier la production énergétique privée. Puis là, on a évalué le coût de la priorisation du poste patrimonial. Puis là, on a évalué ça à 6 milliards. Puis là, on s'est arrêté en 2021. Donc là, ça a continué entre-temps. Il y a quand même 3 ans de plus. On a pris la décision de regarder juste ce qui s'est passé parce que ça peut fluctuer, mais les prévisions, c'est qu'il y a encore de l'énergie patrimoniale non utilisée au Québec jusqu'en 2027, suivant les prévisions d'Hydro-Québec. Donc, on a un coût annuel là, depuis 2015 qui est plus de 500 millions de dollars qui vont dans nos factures d'Hydro-Québec. Mais il y a quand même une tendance à la réduction du coût d'acquisition, puis c'est justement pour ça, là, c'est qu'on arrive à la limite. C'est la fin des surplus, il va falloir trouver d'autres énergies parce qu'on a beaucoup de projets. Ce qu'on a regardé aussi, là, puis je vous disais, là, l'exportation, là, on a de l'énergie patrimoniale, donc on se dit, écoutez, on a l'énergie en trop, on va le vendre aux voisins, là, elle n'est pas chère, notre électricité. On a regardé ça rapidement, et puis je ne vais pas rentrer dans les détails de tout ça, mais il n'y a pas eu d'impact. Il n'y a pas eu de... On vend ça à une moyenne, c'est un prix moyen compris entre 4 cents du kilowattheure et 8 cents du kilowattheure. On ne fait pas vraiment d'argent là-dessus. On n'a pas augmenté les volumes exportés. Donc, on n'a pas eu vraiment d'opportunité. On n'a pas vraiment gagné de l'argent en exportant cette énergie qu'on avait en trop. Ça s'explique de différentes manières, là, notamment le gaz de schiste, mais c'est ça. Le marché n'était pas là et puis ça ne fonctionnait pas comme ça, comme on nous le vend bien. Puis là, l'étape suivante, on a voulu regarder les marges bénéficiaires. Là, on a évalué les coûts d'acquisition et là-dedans, le produit éolien pour un investisseur, c'est le produit parfait. C'est un contrat de 20 ans avec un tarif d'achat garanti. Si tu produis, si tu surproduis, on va te payer. On va voir un banquier, c'est la meilleure chose. Hydro-Québec, il n'y a pas meilleur payeur qu'Hydro-Québec. En gros, là, si vous avez un peu d'argent, l'éolien, c'est peut-être une des choses les plus rentables et les plus prévisibles. Là, donc, je ne pense pas qu'il y ait grand monde qui va investir dans l'éolien dans cette salle-là, mais en tout cas, c'est juste pour réimager que c'est quand même une opportunité pour un investisseur. Donc, on a essayé de regarder ça, puis on a voulu regarder suivant les données. On a pris des documents qui ont été produits par le gouvernement du Québec pour inciter les municipalités justement à investir dans les projets, là. Donc les taux de rendement pour avoir les bénéfices, là. Donc marge bénéficiaire d'entre 9 et 15%. Puis on a évalué ces marges bénéficiaires. Finalement, c'est vraiment
c'est les gains qui sont faits par les acteurs privés qui finalement ne reviennent ni à Hydro-Québec ni à la communauté. Dans le scénario bas, si on regarde ce qu'il y a avec tous les projets qui ont été faits juste sur les 4 premiers appels d'offres, on a un minimum de 900 millions de dollars. On arrive à 1,6 milliard avec un scénario haut. C'est compliqué d'avoir une idée claire là-dedans, mais on voit déjà un ordre de grandeur de quels peuvent être les bénéfices, puis c'est surtout une rente qu'on délaisse finalement. Puis en 2035, juste sur les 4 premiers appels d'offres, on s'approche des 2 milliards dans un scénario très conservateur. Un scénario moins conservateur, on touchait plus les 3 milliards. Donc on peut dire entre 2 et 3 milliards facilement que c'est ça finalement, cette rente-là qui est laissée aux promoteurs. Mais quand on dit ça, c'est pas tout à fait... Ben, je veux dire, si on a quand même de l'argent à faire, là, c'est pas vrai que tout va aller à Hydro-Québec. Donc on a essayé de voir ce serait quoi des propositions alternatives. Parce qu'il y a quand même des municipalités qui profitent justement, qui peuvent profiter de ces projets-là. Puis on se disait, ben, si on faisait des projets éoliens selon les besoins, selon le potentiel éolien, sur les besoins qu'on a besoin au Québec par rapport aux prévisions, puis aussi si on s'entendait avec les communautés, puis qu'on ne les mette pas en concurrence, et puis qu'on disait, ben, peut-être que plutôt que dire, tenez, il y a une manne financière, organisez-vous, investissez, vous pouvez faire de l'argent, mais on leur dit, ben, on va donner un mandat à Hydro-Québec d'exploiter des éoliennes ou des projets suivant là où c'est le plus intéressant en termes énergétiques, mais aussi de pouvoir rendre à la communauté de manière plus équitable. Donc là, c'est des revenus justement pour Hydro-Québec et pour les régions. Puis là, si on change le modèle, puis qu'on établit à 50%, 50%, on peut changer justement des dynamiques. C'est-à-dire que si on a justement un plan, une planification finalement des ressources éoliennes, comment on le fait, où on le fait, on pourrait beaucoup mieux identifier où sont les ressources, où elles vont moins impacter les communautés, comment on peut trouver le maximum de bénéfices pour celles-ci. Puis là, en prenant les marges bénéficiaires qu'on a vues, on a juste divisé par 2, 50-50. Mais l'important pour les municipalités, c'est qu'elles n'ont pas besoin de s'organiser, de créer des sociétés pour capter cet argent-là. Ce serait juste un fonds qui permettrait de pouvoir développer, qui pourrait justement permettre de donner plus de revenus à certaines communautés. Je ne vais pas rentrer dans les détails, là c'est un résumé de tous les chiffres, là, mais si vous avez compris un peu justement le modèle et comment on a mis ça en œuvre. Si vous avez des questions, ça me fera plaisir de préciser certaines choses, là, mais l'important c'était vraiment de comprendre le modèle. Puis pour finir, ce qu'on peut apprendre de l'historique et finalement du modèle qu'on a là-dedans, c'est que la tension Hydro-Québec-gouvernement, elle existe déjà depuis longtemps. Puis on l'a vu avec la régie à la fin des années 90. Hydro-Québec qui n'est pas d'accord avec ce que fait le gouvernement, il y a toujours un jeu de qui met du gouvernement qui veut prendre la main sur le Hydro-Québec, puis il y a toujours cette tension-là. De la même manière, dans les dernières années, les tarifs d'électricité, ils ont été fixés sur le taux d'inflation. On n'a plus de cost tarifaire à la Régie de l'énergie depuis 2019. C'est-à-dire les projets éoliens, l'effet que ça a sur l'augmentation des tarifs, là, on évacue finalement ces sujets-là. Là, on est juste basé sur l'inflation. Ça, c'est une première chose qui a été mise en œuvre. Bon. Finalement, ils se sont rendus compte que l'inflation, ça peut aller au-dessus de 3%. Donc, ils ont mis un plafonnement à 3% l'année dernière. Il y a aussi un plan pour une économie verte et un plan d'action, le plan d'action d'Hydro-Québec, qui sont finalement des plans pour vendre l'énergie du Québec au maximum à tout le monde. C'est des plans d'électrification. Le plan pour une économie verte, c'est un plan d'électrification, ce n'est pas un plan de transition. On est vraiment là-dedans. Le plan d'action, ça répond justement à ces futurs besoins-là. Puis Hydro-Québec, dans comment la structure politique est faite, c'est devenu le pivot finalement de la politique industrielle du gouvernement. Donc c'est répondre aux opportunités économiques de l'heure. Donc là, je ne vais pas vous apprendre ce qui se passe dans les médias, dans les décisions récemment,
Il y a une offre énergétique qui est de grande envergure, donc il faut déployer aussi rapidement. Donc tout est pressé, tout doit se faire rapidement parce que c'est maintenant que ça se passe. Puis c'est la contribution des acteurs privés. Là, c'est que ce soit les capitaux, mais que ce soit aussi les entreprises. L'important à voir, nous, comme message là-dedans, c'est que l'important, c'est qu'il faudrait redonner à Hydro-Québec la maîtrise de l'énergie éolienne, pour pouvoir mieux la planifier, pour pouvoir en faire profiter le Québec et les communautés. Donc c'est vraiment, on parlait de débat justement, ça manque de débat, ça manque d'un outil d'opérationnalisation, de planification que devrait être Hydro-Québec, et ça manque aussi de lieux où on est capable de discuter avec tous les acteurs de la société pour bien mettre en œuvre ce maîtrise de l'énergie éolienne. Voilà, merci. Au-delà des chiffres, je voudrais attirer votre attention sur ce que signifie pour notre société, ce que signifie pour notre économie, cette orientation-là qui, depuis maintenant un peu plus d'une quinzaine d'années, a consacré le primat du privé en matière de développement d'énergie renouvelable et en particulier de l'énergie éolienne. Comme vous avez pu le voir, les choses se sont déroulées avec un degré assez important d'opacité. Qui aurait pu, ici, avant d'entrer ce soir, recomposer le schéma d'évolution de la contribution et du rôle de la régie d'énergie? Tout ça s'est fait dans des débats techniques qui étaient à la portée de tout le monde en principe, mais en pratique, c'est resté des débats d'experts. Et il n'y a pas eu véritablement d'effort pour faire comprendre comment ces changements-là impactaient le modèle de développement que nous avons choisi. Ce modèle de développement que nous avons choisi au début des années 60 avec la nationalisation de l'électricité, il n'en reste que l'étiquette. Et il faut bien comprendre que les décisions qui ont été portées sont des décisions qui n'ont pas été validées explicitement par un débat de société aussi vif que celui qu'avait suscité la nationalisation de l'électricité en 1962. En fait, le modèle de développement qui se déploie maintenant s'est construit progressivement sur essentiellement une orientation qui va vers la définition de la priorité aux besoins des investisseurs plutôt qu'aux besoins de la société. C'est ce que ça veut dire quand on dit que les... c'est ce que ça veut dire quand on dit essentiellement que les besoins en énergie dictent notre réponse sur la disposition de notre actif. Et c'est ce qui sert à justifier aussi beaucoup l'état de précipitation dans lequel le gouvernement actuel essaie de nous entretenir. Dans les faits, le modèle de 1962, c'est le modèle du maître chez nous. Souvenez-vous, les plus vieux, que ce slogan-là désignait la reprise en main d'un patrimoine collectif qui est constitué de l'ensemble des ressources hydrographiques, hydrologiques et de l'ensemble des ressources du Québec. Ce slogan-là, Maître chez nous, s'était incarné dans la nationalisation de l'électricité au nom d'un objectif non seulement de développement économique, mais de justice sociale. En 1962, l'écart de tarif entre Montréal et la Gaspésie a atteint, à certains moments, 500 %, ce qui était évidemment une injustice fiscale
non pas fiscale, mais une injustice économique majeure. La nationalisation a permis à tous les citoyens contribuables du Québec de s'abonner à Hydro-Québec et de payer le même tarif où qu'ils soient sur le territoire, qu'ils habitent dans le fond d'un rang où les entreprises privées qui vendaient de l'électricité trouvaient que ça ne valait pas la peine de rendre le courant. Et on a pu offrir à tous les milieux une infrastructure de développement essentielle à la fois à l'amélioration du niveau de vie et des conditions de vie et essentielle au développement économique parce que, évidemment, l'évolution des façons de produire requérait de plus en plus d'énergie et l'électricité occupait une bonne part dans cette croissance-là. Le modèle qui est en train de se déployer, c'est un modèle où la demande n'est plus déterminée par l'évolution de la société québécoise, mais bien plutôt par le marché extérieur. La demande est induite par l'extérieur et on nous demande d'ajuster notre institution phare, qui est Hydro-Québec, et de modifier notre pacte de l'électricité en accordant d'abord la priorité aux besoins industriels, mais non pas aux besoins des industriels tels qu'ils se sont développés dans l'industrie et dans la structure économique du Québec, mais tels qu'ils apparaissent maintenant comme extrêmement convoités par des appétits qui surgissent de partout dans le monde à la lumière de la crise énergétique et à la lumière des nécessités absolues de sortir du pétrole, même si on a l'impression que ce n'est pas pour demain. C'est ce qui est en train d'organiser la demande pour les énergies renouvelables. Quand on procède avec la priorité accordée au développement privé de l'éolien, c'est une décision politique. Le gouvernement libéral, à ce moment-là, interdit à Hydro-Québec de soumissionner. On a écarté Hydro-Québec dans les premiers moments en disant le développement éolien, ce n'est pas Hydro qui va le faire. Mais non seulement on dit que ce n'est pas Hydro qui va le faire pour s'assurer qu'on garde à l'extérieur de son périmètre d'opération le développement de ce secteur-là, mais on va procéder aussi, et c'est documenté, à toute une série de décisions administratives qui vont servir à justifier qu'il faut recourir au privé parce que Hydro n'a pas l'expertise. Or, au début des années 80, les chercheurs de l'Institut de recherche en hydroélectricité de Varennes étaient réputés comme appartenir au peloton de tête mondial des compétences en développement de l'éolien. Mais selon le bon vieux truc, quand on veut battre son chien, on dit qu'il a la rage. Ben, on a fait ça. On a, au gré des compressions budgétaires, des rationalisations et de tout le discours de management qu'on a imposé, on a dispersé et dissous une grande partie de cette expertise-là pour justifier ensuite que l'expertise est ailleurs, il faut qu'on aille au privé. C'est un raisonnement classique de la mainmise néolibérale sur les institutions publiques. On est en train de faire la même chose avec le système de santé. Okay? Vous égorgez les hôpitaux et laissez développer les cliniques privées et finissez par faire la démonstration que le privé est meilleur. Cette approche-là de la définition de la demande et de son évolution par l'entreprise privée, évidemment, ça s'accompagne aussi de l'internalisation des critères qui font que l'entreprise privée va y trouver son compte. Et parmi ces critères-là, il y a celui du plus haut rendement, au moindre risque et au plus rapide retour. Ce qui fait que dès le départ, on ne va pas
choisir la localisation en fonction d'un développement qui privilégierait les meilleurs sites et qui privilégierait le caractère le plus structurant pour l'industrie. Pas du tout. On va aller dans les gisements de vent où le rendement est le plus rapide, où les coûts d'exploitation et d'établissement sont les moins élevés, et on va faire ce qu'on a entrepris de faire. On va développer au Bas-Saint-Laurent et en Gaspésie, dans les gisements de vent, les premiers mandats, premiers contrats éoliens. Or, ce qu'on sait du développement éolien et du potentiel éolien du Québec qui est faramineux, c'est que ce potentiel-là, c'est pas dans la vallée du Saint-Laurent qu'il est à son optimal. Le potentiel éolien, il est situé où? Au nord. Et comme si c'était arrangé avec le gars des vues, c'est le long des grands réservoirs qu'on trouve des gisements de vent les plus favorables et, ultimement, dans la baie d'Ungava, donc au bout, là, quand on arrive dans baie James, qu'on a un très, très haut potentiel. Mais ce haut potentiel-là, c'est celui qui est le plus coûteux à développer. Ça n'intéressera pas le privé. Le privé va aller chercher le morceau, la crème, le plus facile et le plus rentable possible. Et ça, donc, dès le départ, on ne fait pas sur le plan de l'économie de l'énergie du Québec, on ne fait pas le bon choix. On ne commence pas par développer le plus haut potentiel, on commence par développer le potentiel qui intéresse les investisseurs. Ce n'est pas la meilleure façon de définir l'intérêt public. Mais en plus, c'est que non seulement on fait les choix de localisation, mais on fait ces choix-là sans réfléchir plus qu'il ne le faut, mais sur la place publique à tout le moins, à ce que ça signifie comme enjeu de raccordement de ces projets d'entreprise-là dans le réseau d'Hydro-Québec. Alors, on a chiffré, entre autres, ce que ça coûte pour faire l'intégration, hein, pour balancer les entrées de courant et balancer ça aussi, non seulement sur le plan physique et de l'ingénierie, mais aussi du point de vue des marchés. Alors qu'en vérité, plus le privé développe l'éolien, plus la pression s'accroît sur les infrastructures publiques d'Hydro-Québec. Qu'avons-nous entendu il y a une dizaine de jours? Dans le plan Sabia, encore une fois, 5000 kilomètres de développement de nouvelles lignes, plus, bien entendu, des éléments de raccordement des infrastructures. Une nouvelle ligne de haute tension qui partirait de la Gaspésie pour se rendre à Montréal. Mais ça s'appelle imputer les coûts au public pour que les profits tournent mieux au privé. Ça s'appelle un choix de société, ça. Alors, déjà, le modèle est bancal. Ça penche toujours du même bord. Mais en plus, c'est que ce modèle-là, qu'on nous présente comme étant essentiel à la croissance économique du Québec, au développement économique du Québec, ben, c'est un modèle qui exporte chez les actionnaires les profits. Les sommes dont le rapport parle sont sorties du Québec. Si Hydro avait développé l'éolien, cet argent-là reste dans le circuit des institutions publiques du Québec. Ce n'est pas un petit détail. Si vous vous souvenez d'une affaire, une autre embardée qu'avait fait le gouvernement Charest, qui était le plan Nord, okay? Qui reposait sur des investissements publics présumés de 80 quelques milliards, je pense que c'était 84 milliards. C'est une valse, les chiffres là, dans ces affaires-là. Mais ça reposait sur une affaire, c'était on va planter des mines dans le Nord, puis c'est le gouvernement et Hydro qui vont s'arranger pour relier ces mines-là
aux lignes de distribution, parce qu'une mine, ça prend beaucoup d'énergie. Alors, tout ça a capoté, fort heureusement, mais on est dans la même dynamique, là, pour ce qui est de l'attribution aux fonds publics du risque et des dépenses d'infrastructure. Et évidemment, on nous justifie ça, ce rôle-là du privé, parce que non seulement on prétend que Hydro n'aurait pas pu le faire, mais en plus, il y a des clowns qui prétendent qu'Hydro n'aurait pas les moyens de le faire, ce développement-là. Okay? Or, Hydro-Québec est d'une solidité à toute épreuve. Sa crédibilité financière est béton. Et Hydro-Québec n'aura pas et n'a pas de difficulté de financement pour aucun de ses projets. Et le jour où la cote de crédit d'Hydro-Québec va tomber, soyez assurés que nous autres, on va avoir du mal à passer à la banque. Okay? Donc, c'est un argument fallacieux. Mais, généreux comme les concepteurs de ce modèle-là sont, en modifiant la loi et en le faisant presque en catimini dans le document budgétaire, qui accorde la priorité au poste patrimonial dans les achats. Okay? Qu'est-ce que ça fait? Essentiellement, ce que ça fait, c'est que le modèle statue que les conduites de gestion d'Hydro-Québec sont pipées. Les dés sont pipés, c'est le primat au privé. Donc, on achète ce qu'on a bétonné dans des contrats et on tasse le reste quand c'est nécessaire. Alors, évidemment, c'est une situation qui, à toutes fins utiles, non seulement exporte les capitaux, mais nous met dans l'obligation de faire primer les obligations marchandes, négociées, blindées, sur les autres orientations que la société québécoise pourrait se donner. Alors, c'est un modèle, donc, qui va inventer un bidule pour justifier ça, une patente que Merrill Lynch a faite, là. Le poste patrimonial, c'est une fiction qui produit une illusion. Toute l'énergie, toutes les ressources renouvelables, c'est le patrimoine des Québécois. Elles appartiennent en tout et dans leur intégralité au peuple du Québec. Ce qui n'empêche pas qu'il peut y avoir un certain nombre d'encanteurs qui voudraient en tailler des morceaux. Dans les faits, ce patrimoine-là, c'est un concept qui, le 165 TWh, nous condamne à l'appauvrissement collectif. Pourquoi? Parce qu'on a encapsulé le potentiel de développement d'Hydro-Québec en disant, ça c'est le patrimoine et le reste, c'est le grévé, aurait dit ma grand-mère. OK? Et c'est destiné au privé en priorité. Alors ça, c'est aussi un choix de société, un vrai. Okay? Et évidemment, l'orientation n'est pas dessinée sur le fonctionnement de l'économie du Québec. Ce n'est pas les PME québécoises qui sont placées en priorité. Hein? Le ministre Fitzgibbon doit manquer de bretelles tellement il se les pète. Hein? 150 brevets sur son bureau, et ça, on serait supposé de se laisser impressionner par ça. Est-ce que c'est le développement interne de la société québécoise qui explique le gonflement de cette demande? Pas du tout. C'est le grossissement et l'impatience de tous les gloutons de la Terre qui justifient cette précipitation-là. Beaucoup de monde veulent notre bien. Puis il y en a qui s'organisent pour l'avoir. OK? Mais c'est aussi quelque chose
assez curieux. Le modèle de redevance qu'on a évoqué, hein, supposément pour servir le développement régional et servir les communautés. Évidemment, c'est là justifié sur la fonction de on prend ça au sérieux, l'économie, mais en vérité, quand vous regardez les chiffres, quand vous regardez ce qui est retourné aux communautés en redevance, c'est des miettes en proportion des profits que ça sort. Mais les bénéficiaires de ces miettes-là sont tellement affamés qu'ils s'imaginent au banquet. Hein? Ils se font tirer des poignées de change pendant que ça sort à plein cargo le fric. Et c'est d'autant plus injustifié que, en plus, on subventionne la chose. Les municipalités ne peuvent même pas toucher les taxes foncières. La loi exempte les installations. C'est dans la loi. C'est un vestige de ce qu'on avait fait pour la nationalisation de l'électricité. Pour ne pas mettre d'emphase à Hydro-Québec. Mais là, maintenant, cette même clause sert à nourrir les gloutons. Donc, le modèle est orienté vers essentiellement une dynamique externe à la société québécoise et une dynamique qui est déterminée par les objectifs de rendement et les appétits des investisseurs. C'est ça qu'on appelle un modèle de développement dépendant. Ça multiplie essentiellement, et on le voit, là, c'est en train de se dessiner, ça multiplie sur le territoire le développement de fiefs énergétiques. On revient à un modèle qui nous avait donné à l'époque les Southern Canada Power, les Shawinigan Power. C'est essentiellement ce dont il s'agit. Des sites privatisés qui, essentiellement, sont des enclaves dans le territoire. Et des enclaves qui s'accompagnent de toute une série, non seulement de nuisances, puis Dieu sait s'il y en a, là, on a fait référence à ce qui s'est passé dans quelques MRC qui regrettent leur coup, mais c'est aussi des servitudes de développement. Et ces servitudes-là, ça devient assez compliqué pour les autorités locales et régionales pour ce qui est de la planification. Et c'est en train de saccager complètement, non seulement les paysages, mais les choix de société que nous avons faits sur la protection du territoire agricole. En installant les projets de promoteurs dans la vallée du Saint-Laurent, okay, ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on est en train de tailler en morceaux la logique de protection et de valorisation du territoire agricole. La position de l'UPA, c'est de dire, c'est 2% du territoire, c'est tout ce qu'on a pour se nourrir, on ne touche pas à ça, on ne met pas d'éoliennes là-dedans, on conserve l'intégralité de la chose. Là, on est assiévé sur les deux fronts, les constructeurs de bungalows et les gloutons de l'énergie. Or, et évidemment aussi, vous imaginez la façon dont ça modifie le paysage. En Haute-Mauricie, le projet TES, là, 140 éoliennes de 500 pieds de hauteur réparties sur une douzaine de villages. Je vous assure que ça ne sera pas bucolique. Mais plus encore, c'est que dans ce cas-là, entre autres, il y a toute une série de questions qu'on peut poser parce que c'est un réseau privé d'électricité qui se bâtit là. Okay? Parce que ces éoliennes-là sont loin de l'usine. On ne parle pas d'autoproduction, c'est un abus de langage que font les autorités en disant ça. Ce n'est pas de l'autoproduction, tu n'es pas sur le site et c'est des tiers avec lesquels tu transiges. Et en plus, le réseau va être souterrain. Alors imaginez simplement ce que ça va faire comme cicatrice dans
terroir pour ce qui est d'enfouir tout ça. Et posez-vous la question des servitudes que ça va créer. Un propriétaire d'équipement, dans un contexte comme celui-là, va certainement revendiquer le droit d'accès à ces installations en cas de panne ou d'entretien, etc. Peu importe le champ de blé d'Inde ou de soya. Hein? Il y a toute une série de servitudes qui s'engagent dans des projets de création de fiefs dans le milieu de nulle part comme ça. Mais en plus, il y a un coût social extrêmement élevé qui est celui de la cohésion sociale et de l'harmonie communautaire. Okay? Bon, le truc est connu, il est documenté. Hein? Si tu ne prends pas l'éolienne, mon pit, ton voisin va le prendre. Alors là, vous imaginez aussi que le modèle de ça, c'est le cannibalisme. C'est la lutte de tous contre tous, au plus fort la poche et plus vite le morceau, sauf qu'il peut. Est-ce que c'est vraiment comme ça qu'on veut vivre? Non. Je pense que poser la question, c'est déjà y répondre. Donc, ce qui est en train de se passer, c'est une véritable régression historique. Nous sommes en train de laisser détricoter des choix de société qui ont été faits il y a presque 60 ans. Et si seulement ça nous apportait de la prospérité, mais ce n'est pas le cas, c'est les miettes qui déboulent. Et en plus, c'est que on est en train de mettre en place un étau qui va progressivement se resserrer et asphyxier Hydro-Québec. Les gens qui pensent que l'enjeu, c'est la privatisation, c'est parce qu'ils ne sont pas encore au courant. Ils n'auront pas besoin de privatiser Hydro-Québec. Ce qu'ils ont déjà fait, c'est de privatiser la rente énergétique produite par les énergies renouvelables. Alors que, en encapsulant le patrimonial, comme ils disent, 165 TWh, plus la demande en énergie de la société québécoise va monter, plus cette proportion-là va baisser dans le total. Hein? C'est une règle pas trop compliquée à comprendre. Hein? Si tu en as 165 et tu en consommes 200, ce n'est pas la même chose si tu en as 165 et tu en consommes 700. Ton poids relatif diminue. Il ne faut pas être sorcier non plus pour comprendre là-dedans que ton patrimoine est en train de s'éroder. Bon. Alors, c'est un choix de société qui mérite qu'on prenne le temps de faire le débat et qu'on reconnaisse que dans les termes dans lesquels il est posé, il ne sert pas bien ni l'intérêt public ni l'intérêt national. Et du reste, les promoteurs qui débarquent, ce n'est pas les PME du Rancroche, là. Okay? Les promoteurs qui débarquent, c'est les multinationales, et ce qu'ils visent, c'est à s'insérer dans un marché et non pas à contribuer à la construction d'une économie qui est la nôtre. Donc, essentiellement, cet encapsulement de Hydro-Québec, ben, c'est un élément fondamental dans la discussion que nous devons faire. Choisir soi-même de mettre sous cloche notre patrimoine, entre ça, puis si la branche sur laquelle on est assis, je ne vois pas de différence. Okay? Alors, ce que ça fait, ça, c'est que ça prive Hydro-Québec de la capacité de planifier son développement. C'est les choix des grands investisseurs, c'est les grands projets industriels qu'on fait débarquer qui imposent la sélection plutôt que la croissance interne et organique de la société québécoise elle-même. Et là, on commence à voir que ce qu'on nous sert au compte-gouttes, ce n'est pas particulièrement joli. Encore aujourd'hui, on apprenait que dans les prochains appels d'offres, Hydro-Québec a envie, a l'intention
de ne plus mettre d'obligation de contenu local, okay, et régional. Alors, ça, évidemment, alors qu'on sait que quand Hydro-Québec nationalisé à partir de 1962, ça a mis au monde les PME du Québec. Ça a structuré les dynamiques économiques de toutes les régions. Là, on va se retrouver dans une situation où on va regarder passer le développement plutôt que de épauler ceux et celles qui le font réellement. Et quand le PDG Sabia a comparé en commission parlementaire, il a réussi un coup fumant. Il a dit à tout le monde, on five à 3,5, le tarif à 3. Ouais, on five le tarif résidentiel, tout le monde est content. La phrase suivante, c'était que on va revoir celui des PME. OK? Alors ça, c'est quoi? Ça s'appelle presser le citron de ce qu'on contrôle pour donner le jus à ceux qui veulent ce que nous possédons. Alors, il y a un grand choix, là. Quand on est dit que c'est un choix de politique industrielle, c'en est un. Est-ce que c'est celui que nous souhaitons? J'ai hâte que les patrons de PME se réveillent. Alors, c'est pas vrai que c'est une fatalité. C'est pas vrai que l'éolien peut conduire à la dépossession. On peut développer l'éolien, c'est une ressource fabuleuse, à condition de le développer en fonction d'orientations qui sont les nôtres et définies démocratiquement dans les débats dans chacun des milieux. Alors là, c'est... Et l'exemple que le rapport donne, et là-dessus, Noël a été ingénieux, là, il n'est pas juste ingénieur, même en supposant qu'un parc éolien est installé à bonne place, okay? Si Hydro-Québec était invité à faire un partenariat avec le milieu et à partager les redevances de manière plus équitable, on arrive à un instrument de développement formidable. Pas à des miettes de développement et à du capital exporté. On arrive à quelque chose qui est un outil de construction économique. Mais encore une fois, à condition que ce soit placé aux bons endroits, c'est-à-dire à condition que ces choix-là ne soient pas des choix qui en annulent d'autres. La protection du territoire agricole, la préservation des paysages, la qualité de vie des résidents du territoire. Ça, ce ne sont pas des petites affaires, c'est fondamental. Demandez aux Suédois et aux Norvégiens ce qu'ils pensent de l'éolienne terrestre. Okay? Le mouvement de pointe dans ces milieux-là, c'est de dire on sort les éoliennes du paysage et on les met là où il y a le plus de vent, en mer. Okay? Il y a toutes sortes d'autres propositions qu'on peut faire pour développer l'éolien, à condition de le mettre à la bonne place, dans un cadre qui ne détricote pas les choix de société que nous voulons faire par ailleurs. Alors, ça, c'est fondamental. Mais supposons qu'un parc éolien est installé en Gaspésie sur un territoire de MRC, ben, Hydro-Québec peut, mieux que n'importe quel promoteur privé, en arriver à un partenariat intelligent. Pourquoi? Parce qu'il nous appartient, on le contrôle, et parce que le dialogue social qui peut le faire est à la portée du milieu. Autrement, on peut toujours cogner à la porte là, de ces multinationales-là qui vont exploiter les parcs, mais dans les faits, il n'y a pas aucun lien démocratique. On n'a pas de poignée sur ces investisseurs-là. On n'en a pas. Sauf l'argent, c'est le seul langage qu'ils comprennent, et on le fige dans des contrats. Donc, il est possible de faire de l'éolien un instrument de développement, mais dans notre cas, quand on aligne l'ensemble des contraintes,
il apparaît de moins en moins évident que c'est un instrument de développement quand il est privatisé et développé en fonction des priorités des investisseurs, que cet instrument-là contribue à la prospérité du milieu. Alors, on a un exercice important à faire et des questions majeures à poser. Et franchement, ça ne sera pas un luxe de prendre le temps d'en débattre plutôt que de s'enfarger à courir vite, 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 parce qu'il y a quelqu'un à Londres ou à Singapour qui a sifflé. Il me semble que c'est quelque chose d'indigne d'une société aussi développée que la nôtre. Merci.